Hello, une petite annonce avant de démarrer cet épisode. J'organise le premier événement public de Star System le 26 mai à la Gaîté Lyrique. On aura un enregistrement public sur Britney Spears avec mon invité Manon Lugas du compte Instagram Le Cunu. Ensuite, un jeu sur la pop culture avec des cadeaux à gagner. Et enfin, on boit un verre sur des tubes des années 2000. Voilà, j'espère que vous pourrez venir. Je vous mets évidemment le lien dans les notes de l'épisode. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Bisous. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, comment la culture du clash est devenue mainstream. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Mehdi Maizi. Coucou. Tu es journaliste musical et animateur radio. Tu présentes l'émission À la régulière sur France Inter où tu interviews des artistes, musicaux mais pas uniquement d'ailleurs. Exactement. Tu es également l'hôte de l'émission Le Mousecast où tu parles pop culture avec tes invités. Tout à fait. Beaucoup de rap mais pareil, pas que. Exactement. C'est très varié. Ouais, c'est ça, exactement. Parfois même vous parlez de métiers, de personnes. Dans ce cas, on aime bien recevoir des gens qui ont des métiers pas forcément atypiques d'ailleurs, mais des métiers qu'on a envie de comprendre. Donc on reçoit pas mal de gens comme ça, tout à fait. Trop intéressant. On a reçu un maréchal Ferrand par exemple. Ouais, voilà. Ma grande victoire. Voilà, c'est l'accomplissement de ta carrière. Exactement. Tu es quand même très spécialisé dans le rap, en tout cas c'est vraiment ta passion première. Comment tu t'es intéressé au rap? Comment c'est arrivé à la base? Tu sais, pas si tôt que ça, on va dire, parce que moi je suis de 86 et en fait, on va dire, pendant mon enfance, j'écoutais pas plus de rap qu'un autre gamin en fait. Je suis quand même, le rap c'est quand même arrivé à un moment où, enfin moi, pour ma génération, celle d'avant c'était pas pareil, mais la mienne c'est le rap. Quand le rap commençait à devenir un peu mainstream, tu vois, MC Solar, IAM, etc. Donc j'écoutais ça comme n'importe qui. C'est vraiment à l'adolescence en fait où il y a eu déjà moi je suis la génération qui a découvert Internet, donc on a eu. C'est toi qui as découvert Internet. Oui, je me le suis en le disant, je me suis dit vraiment ça fait vraiment pas du tout, mais tu vois on a connu la vie sans Internet puis la vie avec, donc je sais que les forums etc. j'étais beaucoup là-dessus, donc je me suis fait une grande partie de ma culture musicale en fait et même ciné en fait sur Internet, tu sais. T'es allé sur des forums musicaux, rap spécifiquement. Rap, beaucoup rap. Je me souviens de sites comme Rap2K à l'époque, comme l'Abécédaire du son que j'ai rejoint média que j'ai intégré exactement après. Donc ouais, c'est ça. Puis c'est des rencontres aussi, tu vois, des fréquentations, fin du collège, début lycée, des gens qui écoutaient du rap. Il y a eu un moment que j'ai déjà raconté, un moment en colonie de vacances où je rencontre un mec qui s'appelle Nathanaël, qui était un mec assez stylé, tu vois, Renoir, qui avait des dourags, jouait au basket, beau gosse, tu vois, en gros le mec que je voulais être, tu vois. Et au début je traînais pas trop avec lui, et puis au bout d'un moment je commençais à traîner avec lui. Tu sais, il me trouvait cool, je sais pas. Et lui, il avait un CD, enfin, il avait plusieurs CD, je pense. À l'époque, c'était donc des CD qu'on écoutait dans des Discman. Et moi, j'avais déjà beaucoup de CD que je prenais de ma mère, etc., mais qui étaient vraiment des trucs de pop. Et un jour, donc, je sais pas, on est ensemble dans un métro, je crois, et on écoute la musique, il me donne un écouteur, et j'écoute Tupac. Tu vois, en plus, par rapport au sujet du jour. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais, exactement. Et j'écoute le morceau Changes, qui est un morceau que j'adore, mais qui est même pas le morceau le plus iconique de Tupac, quoi. Mais je trouve ça trop bien. Et à ce moment-là, dans ma tête, Tupac, c'est vraiment un peu un mythe, quoi. Tu vois, c'est genre, je sais même pas si c'est un mec ou un groupe. Tu sais, je connais pas le rap. Ouais. Et donc, en parlant avec lui, je vois ce qu'il écoute, et donc je rentre chez moi, quoi, après les vacances, c'était en colonie de vacances, et il y a un mec qui a une meilleure connexion que moi, je lui dis s'il te plaît fais-moi une compile, je lui donne plein de noms que j'ai appris, tu vois, genre mais n'importe quoi, Tupac, Nelly, Ice Cube, donc il me fait une compilation comme ça de 15-16 titres, et là c'est un peu ma première mixtape rap, tu vois, mais en plus avec des morceaux, genre c'est des gros tubes, enfin tu vois, c'était même pas un truc de connaisseur, quoi, mais... Et de là, en fait, après moi, en gros, Internet, j'ai creusé et j'ai commencé à acheter beaucoup de CD, etc. Mais c'est plus à l'adolescence, et Tupac, c'est un peu un point d'entrée, parce qu'il y avait le côté très presque mythologique autour de lui. Tu sais même pas ce que c'est, en fait. Le mec, il est mort, mais tu comprends que pour les grands frères, les cousins, c'est un truc génial. Mais... Donc c'est un peu comme ça, tu vois. Mais c'est pas un truc de ma plus tendre enfance, c'est arrivé plutôt à l'adolescence. Ouais, mais quand même, ça reste quand même assez jeune. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant. Et aussi que ce soit vraiment très lié à ta découverte d'Internet, aller chercher des trucs. Ouais, et puis en fait, t'avais vraiment...
comme Internet, quand tu connais rien sur un sujet, en fait, on te dit... puis tu avais sur les forums, plein de gens qui disaient, voilà, ça c'est le top 20 des plus grands albums de tous les temps. Et ça se trouve, c'est un mec random qui l'a fait, ce top 20. Mais toi, quand tu connais rien, tu prends ça comme parole d'évangile. Exactement. Et tu peux tout télécharger, en fait. Donc maintenant, on a tout à portée de main. Mais je veux dire, à l'époque, je pouvais avoir des discographies entières en une nuit, ce qui était fou. C'est vrai. Tu vois. Donc ça a vraiment accéléré, on va dire, ma culture rap à ce moment-là, comme pour tout le monde. Donc ouais, c'est un peu ça. Moi, c'était au lycée, le punk. En fait, j'avais lu à l'époque, j'adorais Virginie Despentes. Ouais. Et j'avais lu Bye Bye Blondie, qui ensuite a été adapté en film et qui était un film vraiment pas terrible, désolé, mais bref, avec Béatrice Dalle. Mais voilà. La version, donc livre, j'avais adoré. Et dedans, elle parlait du punk, mais genre du punk des années... peut-être 70-80, un truc comme ça. Et donc, moi, je pensais que le punk était fini. Comme tout le monde, le punk est mort. Tout le monde disait ça, tu vois. Sûr. Et je me suis dit, quand même, je vais trouver un forum où peut-être on parle du punk d'antan. Et en fait, je découvre une scène hyper active. Je tombe sur un forum qui s'appelle Dynamite. Et vraiment, dedans, il y avait des gens qui chantaient dans des groupes, qui jouaient dans des groupes, des gens qui faisaient des fanzines. Je découvre un truc de ouf. Je débarque à mon premier concert à la Miroiterie. Et après, de fil en aiguille, comme ça, je me fais toute mon éducation. Tous mes potes, c'était des gens du punk. Enfin, c'était incroyable. Et Internet a joué un rôle hyper important. Alors, le problème, c'est la culture du forum où, au début, tu dis un peu n'importe quoi. En plus, tu débarques, t'as genre 16 ans, 17 ans. Et les gens se foutent de ta gueule. Oui, mais comme sur Twitter après. Exactement. En fait, c'était l'ancêtre un peu des réseaux sociaux, tu vois. Mais oui, complètement. C'est-à-dire que t'as raison. Tu sais, je pense qu'il y a plein de fois, même je le vois parfois dans des messages, tu sais, qui me sont envoyés par des jeunes qui écoutent nos émissions, etc., et qui me disent, en fait, je vous écoute. C'est vrai qu'à l'époque, on avait une émission qui s'appelle le Code Review, et les gens me disaient, ah, mais en fait, moi, j'ai pas trop de potes, tu sais, j'ai 16, 17 ans, j'ai pas trop de potes qui sont aussi passionnés de rap que moi. Et donc, tu trouves sur Internet des gens qui ont la même passion. Et c'est exactement ça. Et tu les rencontres à des concerts. Après, moi, j'ai fait ça aussi. Je suis allé à des concerts d'Eric Abadou avec un mec que je connaissais pas, qui habitait à Orléans, tu vois. Mais exactement, ça crée des liens. Et puis, dans la vraie vie, tu te fais pas toujours des amis qui ont les mêmes points communs que toi. Ah, mais pas du tout. Enfin, moi, je venais de Fontainebleau, laisse tomber, c'était pas du tout l'ambiance. Vraiment, ça m'a changé la vie, quoi. Et après, toutes les années suivantes, j'avais gardé ça. J'ai fait mon propre fanzine. Je suis devenue modératrice du forum en question. Enfin bref, c'était devenu un truc hyper important pour moi. Et voilà, je sais pas aujourd'hui ce que c'est pour un jeune de découvrir Internet, mais globalement... Je pense que tu l'as aussi, mais disons que c'est... Effectivement, je pense qu'il faut trouver les bons espaces. Ouais, je pense qu'en fait, il y a tellement de choses. Et puis c'est vrai que, et sans faire le vieux con, parce que c'est, tu vois, je sais pas que c'était mieux ou quoi, hein, mais nous, il y a vraiment eu, enfin moi je me souviens de l'avant-après, et d'avoir l'impression, là, ça y est, j'ai une connexion. AOL à 99 francs par mois avec, tu vois, mais illimité du coup. Ah oui, illimité. C'était ça, il y avait le format de fou. Parce qu'avant, on avait un certain nombre d'heures. Mais exactement, je me rappelle de ça au lycée déjà. Tu vois, exactement. Et un jour, il y avait cette offre qui avait cassé le marché, c'était AOL, 99 francs par mois, illimité. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'était n'importe quoi, mais du coup, il y a plein de problèmes de connexion et tout, parce que tout le monde a pris ça. Mais du coup, là, vraiment, c'était en fait... Puis, je sais pas, je tapais, j'ai acheté un magazine de rap, je voyais un nom d'un rappeur américain des 90s, tu vois, genre Big Daddy Kane. Et moi, j'habitais à la campagne, donc j'avais pas de disquaire à côté où je pouvais aller trouver les CD. Donc là, je tapais Big Daddy Kane et j'avais de la musique, tu vois. Genre, c'était incroyable. Donc, et puis, j'avais des gens qui m'en parlaient, je lisais des articles de passionnés, pas de journalistes professionnels. Donc, tout ça, effectivement, tu dis, mais en fait, ça existe, alors que moi, j'avais l'impression que c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gamins, ils naissent avec ça, tu vois, ce qui est génial. Hein, mais ils le prennent plus pour acquis maintenant. Tout à fait. Nous, il y avait l'Eldorado, quoi. On avait découvert un nouveau monde. Mais bien sûr. Et puis même l'époque où Internet était limité, tu te dis, chaque minute devait compter et c'était incroyable et ça rendait le truc très précieux. Tout à fait. Et aujourd'hui, Internet, c'est vraiment un truc qu'on fait mais toutes les 4 secondes. Bien sûr, complètement. Aujourd'hui, on va beaucoup parler donc, des diss tracks américains, plutôt. Mais avant de démarrer, est-ce que pour toi, il y a une différence dans les clashs en France et aux États-Unis, notamment dans le rap? C'est une bonne question. Aux États-Unis, il y en a eu énormément, il y en a encore. On a eu T.I. 50 Cent il y a quelques semaines. Donc, tu vois, on est vraiment, c'est un gros clash. Kendrick Drake il y a 2 ans, qui est voilà. Donc il y en a beaucoup effectivement. En France, on en a eu quand même. Il y a eu des morceaux. Il y a eu parfois parce qu'il y a clash et clash. C'est-à-dire qu'il y a clash, je te consacre un morceau pour essayer de t'éteindre. Et puis il y a des messages subliminaux qui en fait sont aussi des clashs ou une rime par-ci par-là. Il y en a eu, il y en a moins. T'as raison. Enfin, c'est clair même. Il y en a même beaucoup moins. Après, il y a autre chose, c'est que
et ça c'est valable pour tout, c'est qu'aujourd'hui, on revient un peu sur la discussion du début, c'est qu'il y a Internet et que maintenant les clashs, parfois, ils règlent pas en musique, ils règlent sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est qu'il y a exactement. aussi ça. Et C'est pour que- moi, c'est différent. Enfin, Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, parce que le clash, sans faire le côté trop professoral, mais ça fait partie effectivement de la discipline du hip-hop, le côté battle, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui, dans l'histoire du rap, ont fait des clashs un peu par haine parfois, mais aussi beaucoup par esprit de compétition. ouais. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui est différent. C'est pas ça peut être juste uniquement de la pure humiliation, de Ouais. la pure. Donc ça, le curseur s'est un peu déplacé, alors que c'est vraiment, il y a des. Il y a des rappeurs qui parlent aujourd'hui, mais sans aucune animosité, de clash qu'ils ont eu avec d'autres artistes, parce que ça faisait partie à un moment, tu vois. Donc c'est un peu la Ouais. différence. Et pour le coup, c'est un peu plus américain. En France, on a moins eu ça. Ouais, on Tu a vois. moins eu ça. En fait, oui, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est, notamment peut-être dans le hip-hop, une façon de se faire respecter, peut-être de dire, ah bah voilà, je vais intégrer d'autres personnes à ma chanson, je vais critiquer des personnes, et en fait, ça devient une expression artistique. Ouais, et puis il y a un truc aussi dans le rap qui est quand même assez propre au rap, tu vois. C'est que dans le rap, il y a l'ego trip. C'est le seul genre un peu musical Ouais. où tu peux dire je suis meilleur que toi, tu t'habilles mal, t'es une merde, et nous on achète en fait. En fait, c'est quand même des rappeurs qui nous insultent. Tu vois, je veux dire, et moi, ça fait partie des trucs que je préfère dans le rap. Tu sais, quand quelqu'un flambe, mais flambe bien, tu vois, quand il y a du bel ego trip et qui me dit qu'il est mieux habillé que moi, qu'il a une plus belle voiture, tout ça. En fait, c'est le seul genre musical où on accepte ça. Non, mais Tu vois, c'est vrai, des gens t'as qui te raison. disent à quel point ta vie est merdique par rapport à la sienne. Alors tu que, vois. alors que dans plein d'autres genres, on a envie que les gens soient relatable. Exactement, c'est l'inverse même, tu vois. Les pop stars qui parfois gagnent beaucoup plus d'argent que les rappeurs, elles font tout pour pas trop montrer leur argent, C'est parfois vrai. pour dire non, vous inquiétez pas. Alors que les rappeurs qui parfois sont fauchés te disent, tu vois, mais j'ai une meilleure vie que toi. Donc ça fait partie de l'exercice. Et parfois dans ce côté ego trip, il y a je suis meilleur que toi. Ah, tu dis que t'es meilleur que moi. Non, je vais te montrer. Donc Ouais. ça fait partie du truc. C'est un truc que tu retrouves, tu vois, si on parle de hip-hop, dans la danse, c'est complètement ça. C'est que des gens qui se toisent et qui se disent, tu vois, en fait, je suis meilleur que toi. Et ça fait partie du truc. Et c'est cool en vrai, tu vois. Non, mais c'est clair. Donc, il y a un truc assez sportif. Exactement, dans le oui. rap, comme Il y a ça. un côté fair play, en tout cas, Oui, jusqu'à un certain point. exactement. Parce que exactement. parfois, effectivement, ça peut sortir Et c'est de souvent l'art. arrivé, Et bien sûr. voilà, exactement. Et c'est arrivé. Donc, tu l'as évoqué très rapidement, mais donc en juillet 2024, le titre Not Like Us de Kendrick Lamar est propulsé en première position des charts. They not like us. 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 Donc, première aux États-Unis. J'ai regardé en France, je crois qu'il a culminé à la 4e position, ce qui est déjà Ok. énorme. Ce qui est énorme pour un morceau international aujourd'hui. Depuis l'avènement du streaming, on a généralement un top 50 fait à 95% de rap, justement, ou de musique affiliée au rap français. Ouais. Donc quand t'as un Kendrick Lamar ou un Bad Bunny ou une Sabrina Carpenter, j'en sais rien, qui Ouais. ont des morceaux qui pètent comme ça, c'est assez notable, quoi. Ça Tu veut vois. dire que c'est très C'est- ouais, mainstream. exactement. Quelques mois plus tard, donc Kendrick Lamar reçoit 5 Grammys pour sa chanson et son album. Donc vraiment les principaux Grammys qu'on peut recevoir à Ouais. ce type de cérémonie. Il fera le Super Bowl. Exactement, parce qu'il interprète le morceau aux Grammys et ensuite au Super Bowl dans un stade qui reprend les paroles en chœur. Ain't you tired trying to strike a chord and it's probably A minor. J'avoue que j'ai eu des frissons quand j'ai regardé Ouais, le ouais, je live, quoi. comprends. Avec Not Like Us, en tout cas beaucoup considèrent que Kendrick Lamar a gagné sa bataille contre Drake. Mhm. Donc ce morceau, c'est ce qu'on appelle un diss, une diss track, donc un morceau qui attaque directement une personne. Comment ce morceau, qui descend en règle un des artistes les plus populaires au monde, a pu fédérer des millions de personnes? Parce que moi, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que commercialement parlant, Drake, c'est celui qui a gagné, entre guillemets. Complètement. C'est un des artistes les plus streamés au monde. Donc aujourd'hui, on va retracer l'histoire des 10 pour comprendre comment on en est arrivé là, justement, comment on en est arrivé à ce qu'un morceau qui critique un des artistes les Ouais. plus populaires au monde devienne aussi mainstream et soit repris en chœur dans Après, le un morceau était stade. bien, il faut le dire. Le morceau est vraiment Il faut très le dire. bien. Moi, je suis fan de Drake. Hein. Ah Mais ouais, le t'es fan de moi, Drake. Je suis fan de Drake, bien sûr. Mais j'adore Kendrick. On peut aimer les deux. Ouais, ouais. On peut aimer Tupac et Biggie, Nas Bien et sûr. Jay-Z. Moi, par exemple, j'ai eu ma phase Nirvana. Ouais. Kurt Cobain détestait Axl Rose, il détestait Ouais, les ouais, Guns N' Roses, et moi, par principe, vraiment, je Oui, oui, détestais. oui. Aussi parce qu'ils ça, c'est quand incarnaient on est un truc. plus jeune. Oui, Tu plus vois, jeune. moi, plus jeune, pareil. Moi, Ouais, j'ai c'est détesté ça. Biggie. Ouais, Quand ouais, je suis arrivé avec Tupac, j'ai fait ah non, mais New York, Biggie, Ok, Mobb ok. Deep, j'en veux pas. Puis après, tu grandis, tu dis, ben en fait, sauf que c'est un peu bête Oui, de se priver de ça parce que c'est de la super musique, quoi. Donc Ouais. voilà. Mais je trouve quand tu sais, quand tu
ça c'est un autre sujet, mais je trouve que moins tu maîtrises un sujet, et plus t'es péremptoire dessus, Ouais. tu vois. Moi au début, quand je commence à m'intéresser au rap, je dis non, le vrai rap c'est ça, alors que j'y connaissais rien, tu vois. Ouais. Et donc au fur et à mesure, tu fais ta culture, puis tu te rends compte que c'est un peu plus... Mais parce qu'aussi, à cette époque-là, tu construis ton identité Ouais, voilà, et tout à t'as fait. envie d'être perçu d'une certaine manière. Exactement. Alors que quand tu vieillis, t'es là, en fait, Tout à on fait. s'en fout. Tout à J'aime fait. ce que j'aime. C'est pareil, genre tu peux assumer des plaisirs coupables à 40 ans que tu n'aurais Qui sont jamais plus assumé des à plaisirs 18 ans. coupables, du coup, Et en qui mode, sont plus c'est des plaisirs coupables. Memories de David Guetta, Non mais, putain de morceau. non mais Alors qu'à franchement, l'époque, j'étais en mode ouais, j'aime bien, mais j'ai honte. Non, c'est un super morceau. non, tu c'est vois. bon quoi. Moi, par exemple, de temps en temps, j'écoute du Katy Perry. J'avoue que j'ai quand Ouais, même. mais il y a des bons tubes de Katy Mais Perry. il y a des bons tubes de Katy Perry. J'écoute des trucs aussi parce que j'ai envie de me replonger dans une atmosphère Bien des genre sûr. même 2014, Ouais, 2013, ouais, tout à 2014. Bon, le monde n'était pas parfait, mais il allait un peu mieux et je pense que ça m'aide. Et par contre, je Oui, me oui. dis, si les gens entendaient ce que j'écoute, j'aurais un peu honte quand même. J'aurais toujours un peu ce truc-là. Donc il y a Oui. toujours une forme de culpabilité entre guillemets. Je suis pas sûr que je serais complètement en paix avec le fait que les gens sachent que j'écoute Ophélie Winter quand je marche dans Paris, tu vois. Mais putain, les morceaux ils sont bien. Il y a Ouais, les tubes j'avoue, d'Ophélie ouais. Winter, ils sont Putain. super bien produits. Les Shame on You du mode de la foi, c'est bien premier degré quoi. Mais tu parce vois. qu'il y a des trucs qui ont marché pour une raison. Exactement. Donc je l'ai dit, on va parler aussi beaucoup aujourd'hui, plutôt principalement même essentiellement des États-Unis. On va pas pouvoir mentionner tous les clashs, tous les Oui, diss tracks, c'est évidemment. impossible. Donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les poster en commentaire, c'est, je pense, très intéressant. Un clash extrêmement important dans l'histoire des États-Unis, c'est en juillet 1974, Sweet Home, Alabama. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home. Et est-ce que tu savais que cette chanson était une réponse à Neil Young, Pas du tout. qui avait critiqué les sudistes dans un morceau qui s'appelait Southern Man? Neil Young disait « Homme du Sud, tu ferais mieux de garder la tête froide. Maintenant, tes croix brûlent à toute vitesse. » Les nerds Skinner le prend très mal. Eh bien, j'ai entendu Mr. Young chanter à son sujet, l'homme du Sud. Eh bien, j'ai entendu le vieux Neil le critiquer. Eh bien, j'espère que Neil Young s'en souviendra qu'un homme du Sud n'a pas besoin de lui de toute façon. Donc déjà, là, c'était un clash, mais c'était plutôt un clash presque culturel, en Oui, fait. tout à fait. Pardon, je vais reparler de rap. Mais Mais il vas-y, y a au un moment contraire. très important dans le rap américain, c'est les Source Awards. Donc le magazine The Source, c'est un magazine très important dans les années Ouais. 90-2000, qui existe encore, je crois, mais qui a perdu en relief. Mais ils avaient carrément, à leur grande époque, une cérémonie. Ouais. Donc les Source Awards de 1995, c'est un des moments les plus iconiques de l'histoire du rap. Bon, moi, j'aurais adoré y être, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait un documentaire sur cette soirée où dedans, il y a le clash, en fait, entre P. Diddy et Death Row. Donc on en reparlera sûrement un Un peu après. label, Mais Death Row, c'est le label sur lequel Snoop Dogg, Dre sont signés à l'époque. Tupac va arriver un peu après. Et P. Diddy, c'est Bad Boy. Donc ils s'envoient des pics sur scène. Et en gros, le rap commence à être un peu obsédé par la guerre entre New York et Los Angeles. C'est ça. East Coast, West Coast. Et là, il y a un petit groupe qui vient sur scène, un tout petit groupe à l'époque, qui a sorti un album qui s'appelle Playa Istika Diak Music, c'est ça Southern Playa Istika Diak Music, un nom à dormir debout. Ok. Et ce groupe, c'est Outkast, tu vois. Et donc, il y a André 3000, qui aujourd'hui est un artiste Ouais. mythique, tout ce qu'on veut, qui arrive sur scène et qui dit The South got something to say, that's all I got to say. The South got something to say. Donc le Sud a quelque chose à dire, tu vois. Et donc dans ce truc où vraiment les égos sont gonflés à bloc et c'est New York versus Los Angeles et ça devient le storytelling du truc, et ben t'as lui qui arrive et qui dit non mais nous on est là et on va compter. Et ce qui est fou, c'est que c'est prophétique puisque le Sud, et Atlanta, et Outkast vient d'Atlanta, a pris le contrôle du rap dans les années 2000 en termes de charts. Et aujourd'hui encore, c'est là que les choses les plus intéressantes, je pense, se passent. Ah ouais. Donc c'est un moment intéressant, tu vois, ce truc de... Il y avait vraiment un truc de... Et ça existe dans le rap, hein, le Sud, c'est un truc de bouseux. Ouais, Tu vois, exactement. c'est les bouseux. Et il y a même un genre musical qui s'appelle le country rap tunes, donc le rap de la campagne, tu vois. Donc voilà, donc il y a aussi ce truc-là Ouais. avec parfois un truc, non mais eux ils ont des accents, enfin tu vois, ils sont pas comme nous. Donc on l'a retrouvé dans le rap et Outkast a contribué à faire changer les choses pour le Sud, quoi. D'autant plus que le sud des États-Unis, évidemment, c'était aussi le lieu de l'esclavage. Bien sûr. Mais là, on va remonter encore plus loin avec en 1923, Eddie Cantor, un Wow. chanteur qui s'énerve contre l'omniprésence de la chanson Yes, we have no bananas. He tells you, yes, we have no bananas. We have no bananas today. C'est une chanson qui était extrêmement populaire dans les années 20. Mais quand je dis populaire, c'est qu'elle a été reprise par plein d'artistes. Il y a une version notamment de Billy Jones qui dominait le hit parade et qui passait mais tout le temps à la radio. Il y a un marchand de fruits dans notre rue. Il est tenu par un grec et il garde de bonnes choses à manger.
mais tu devrais l'entendre parler. Quand tu lui demandes quelque chose, il ne répond jamais non. Il te dit toujours oui, jusqu'à l'épuisement, et pendant qu'il prend ton argent, il te dit oui, nous n'avons pas de banane aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le sujet de la chanson, c'est déjà le mec il arrête pas de dire oui tout le temps, il commence toutes ses phrases par oui, genre même si c'est pour dire qu'ils ont pas de banane, c'est trop bizarre, tu vois. Et il arrête pas de dire il y a pas de banane, il y a pas de banane, il y a pas de banane. Et alors, on dirait une chanson de Philippe Catherine, hein. il pourrait la reprendre. Exactement. Mais imagine que ça c'est la chanson la plus populaire de l'époque. Les gens avaient des goûts bizarres, non? Enfin, je sais pas. Ça me fait penser à un truc, c'est l'humour, comment... Genre, moi, je voyais ma grand-mère, paix à son âme, tu sais, quand elle regardait les trucs de sa jeunesse, genre des trucs de Laurel et Hardy, elle était morte de rire. C'est vrai. Pourtant, c'était quelqu'un, je veux dire, qui a eu une vie, mais en fait, c'était juste des mecs qui tombent, en fait. Oui. Essentiellement, j'exagère, je vais pas résumer Laurel et Hardy à ça, mais moi, je me souviens, c'est les souvenirs que j'ai, c'est des pots de balade, des mecs qui tombent, et ça la flingue de rire. Tu te dis, mais c'est pas si drôle que ça. Et en fait, c'est les premiers gags visuels, et donc c'est ce qu'elle a vu et tout. Voilà. Donc c'est marrant comment les choses évoluent, tu vois. Et on parlait des plaisirs coupables, et c'est pareil, on peut rire de choses qui sont un peu absurdes, et c'est pas grave, on n'est pas censé se sentir mal par rapport à ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, Eddie Cantor, il est au bout de sa vie quand il entend ça, mais il n'en peut plus vraiment. Et donc, il sort une chanson qui s'appelle I've Got the Yes We Have No Banana Blues. I've got the yes, we have no banana blues. I've got the blues. Il dit, ces derniers temps, j'ai complètement perdu la tête. Je n'entends rien d'autre que « Oui, nous n'avons pas de banane et j'aimerais bien trouver le type qui a composé cette berceuse. Oui, nous n'avons pas de banane. Bananas, bananas. » J'aimerais pouvoir aller dans un cabaret ou un spectacle où personne ne se mettrait à chanter cette satanée chanson. Il n'en pouvait plus. Il en avait gros, le mec. Et Billy Jones, qui était l'auteur de la chanson, enfin en tout cas l'interprète principal de la chanson de base, il va lui-même reprendre le I've got the Yes We Have No Banana Blues. La chanson, en tout cas, de Eddie Cantor, c'est clairement un 10, en fait. C'est peut-être même le premier 10 de l'histoire enregistré, en tout cas. Peut-être, ouais. Voilà. Ce qui caractérise un 10, c'est de cibler une personne en particulier. Des puristes vont dire que la critique doit être la plus triviale possible. S'il y a une morale dans l'histoire, c'est pas forcément un 10. Oui, et d'ailleurs, alors souvent quand les morceaux, quand on a des morceaux engagés, même quand ils vont nommer quelqu'un, ne sont pas vraiment vus comme des 10. C'est plutôt vu comme des morceaux de rap engagé. En fait. Alors que Eminem qui clash Ja Rule, là, pour le coup, tu vois, donc c'est effectivement, ça arrive souvent quand il y a un truc effectivement un peu plus engagé, vertueux, c'est pas vu comme un 10. Ouais. Le 10 c'est censé être plus violent, parfois gratuit. Il y a un truc comme ça, ouais. On arrive en 1952, vos premiers 10 féministes, en tout cas pareil de l'histoire enregistrée. Ouais. La chanteuse country Kitty Wells sort un 10 tellement populaire qui remplace dans les charts la chanson qui critique. La chanson critiquée, c'est The Wild Side of Life de Hank Thompson, qui pleure le fait que les femmes quittent le foyer pour aller danser. Donc c'est un homme qui parle à sa femme. You gave up the only one that ever loved you. And went back to the wild side of life. En réponse, Jay Miller écrit une chanson qui est donc interprétée par Kitty Wells, qui attribue la déchéance de la société, cette fois-ci, aux hommes infidèles et non pas aux femmes qui sortent du foyer pour aller danser. Comme tu l'as dit dans les paroles de ta chanson, trop souvent des hommes mariés pensent qu'ils sont encore célibataires. C'est une honte que toute la faute retombe sur nous les femmes. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. Et ça devient une vraie telenovela où vraiment les gens suivent la première chanson, la réponse, etc. Et la chanson donc, de Hank Thompson passe 15 semaines en première position des charts avant d'être remplacée par le 10, donc, qui passe 6 semaines dans le top des charts. C'est déjà une sorte de Drake versus Kendrick Lamar. Ouais, mais ça, c'est à quoi ça me fait penser. Alors, c'est pas un 10, mais le morceau Respect d'Aretha Franklin, donc, qui est aussi un hymne, peut-être même l'hymne féministe par excellence, tu sais, où donc elle demande du respect de la part de son homme. Mais en fait, à la base, ce morceau, c'est un morceau d'un mec. C'est un morceau de Otis Redding où il demande plus de respect de la part de sa compagne parce qu'il rend du travail. J'ai pas le morceau exactement, je sais plus quelles sont les paroles, mais en gros c'est la même mélodie, c'est le même morceau, sauf que c'est du point de vue d'un mec qui demande davantage de respect. What you want, honey, you got it. And what you need, baby, you got it. All I'm asking for a little respect when I come home. Le morceau marchouille,
Je crois qu'il arrive aux 63e place du top 100 du Billboard à l'époque. Donc c'est un succès, mais c'est pas un carton monumental. Aretha le reprend 4 ans après. Donc c'est pas un diss track contre Otis Redding, tu vois, mais elle reprend le morceau, elle en fait un immense classique, Ouais. Alors que ça aurait été sûrement une chanson un peu oubliée peut-être C'est de ça. Otis Redding, et elle se réapproprie le propos, quoi. C'est exactement ça en fait, Ouais, c'est c'est ça. exactement ce qui se passe là. Et ensuite, justement, les affrontements entre hommes et femmes sont aussi courants donc dans le R&B, donc le R&B, pas le R&B des années 90-2000, mais voilà. En 1950, Big Mama Thornton sort Hound Dog. Une femme demande à un gigolo de partir. Elle dit « Tu n'es rien d'autre qu'un chien de chasse, arrête de traîner autour de ma porte. Tu peux remuer la queue, mais je ne vais plus te nourrir. » Le fondateur d'un label, Sam Phillips, il est choqué quand il entend cette chanson. Il décide d'écrire une réponse. « Tu sais ce que tu as dit sur moi, n'est-ce pas, femme? Tu n'as fait que gratter à ma porte. Tu n'es rien d'autre qu'un chat sauvage. » You ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. Dans les années 60, il y a des artistes qui commencent à vraiment se spécialiser dans les diss. Et c'est le cas notamment de Bob Dylan. Ok. Très énervé contre plein de gens. En 1965, il sort Positively 4th Street. 4th Street, c'est une rue dans le Greenwich Village à New York, qui est très hipster, Oui. très, voilà. Il critique la communauté de Greenwich dans cette chanson qu'il a huée lors d'un concert parce qu'il s'était ramené avec sa guitare électrique. You say I let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? Un autre spécialiste du diss à ce moment-là, c'est Mohamed Ali. Ah oui, c'est vrai. Il sort un album en 1963, alors qu'il est encore connu sous le nom de Cassius Clay. Ouais. C'est un peu du proto-rap, je sais pas, il Oui, parle oui, sur de la oui. musique. Donc, C'est ce qu'on a appelé déjà à l'époque un peu le slam, quoi, en Le fait. slam. Comme ce qu'on fait peut-être un peu les Last Poets après, qui sont vus comme les premiers rappeurs, quoi. Mais je pense que c'est un peu ça. Enfin, c'est ça. j'ai pas écouté, mais je crois que ça ressemble un peu à ça, quoi, ouais. Et dedans, il interpelle son rival Sonny Liston. And as you lie on the floor while the ref counts 10, you pray that you won't have to fight me again. Alors que tu es étendu sur le sol, pendant que l'arbitre compte jusqu'à 10, tu pries pour ne plus avoir à m'affronter. Le monde de la boxe était terne et fatigué. Avec un champion comme Liston, les choses devaient être bien mornes. Bah oui, on dirait, oui, effectivement, ça pourrait être du rap, quoi. Et Ça- d'ailleurs, le exactement. côté sport dont on parlait, tu vois. On retrouve exactement ça. Ouais. Toujours dans les années 60, un autre bif éclate entre Joe Tex et James Brown. Ok. Au départ, les deux sont proches. Tex écrit même une chanson pour James Brown qui s'appelle Baby You're Right. Les deux enregistrent chacun de leur côté la chanson, mais c'est la version de James Brown qui marche beaucoup mieux, qui atteint la 2e place dans les charts. C'est pas tout, parce que Brown entame une liaison avec l'ex-femme de Tex. Pur James Brown. Et il enregistre même un duo avec elle qui s'appelle You've Got the Power. Tex, il est furieux, et en 1962, il répond James, I got your letter. It came to me today. James, j'ai reçu ta lettre. Elle est arrivée aujourd'hui. Tu disais que je pouvais récupérer mon bébé, genre my baby, ma chérie, quoi. So you keep her. Mais je ne la veux pas comme ça, alors garde-la, parce que mec, elle t'appartient. Et là, déjà, on est dans le truc beaucoup plus personnel. Ouais, complètement. Voilà. Ça va très loin, cette histoire, parce qu'il y a un événement live en 1963. Tex et Brown montent tous les deux sur scène. Et je sais pas si tu connais la Cape Routine de James Brown, où en fait sur scène souvent il allait rentrer dans une espèce de transe où il chante à fond, etc. Et ensuite quelqu'un allait venir et lui mettre une cape sur lui, un peu d'ailleurs comme les routines de lutte. Donc il va lui mettre une sorte de cape ou parfois une serviette sur lui en mode ça y est, t'en peux plus, t'es trop fatigué et tout. Et il va prendre la cape comme ça, et puis à un moment donné il va l'enlever, il va recommencer à chanter. Sur scène, Tex fout de la gueule de James Brown en reprenant sa cape routine, et vraiment en parodiant le truc, quoi. Et donc ça passe pas du tout pour James Brown. Après le concert, il va à une after où il sait que Tex doit aller, et il débarque avec 2 revolvers et il commence à tirer. Il commence à tirer genre à la ronde.
Sympa, quoi. Exceptionnel. 7 personnes sont blessées, mais Tex n'est pas là, en fait. Ok. Le management de James Brown paye les victimes en sous-main pour acheter leur silence. Le nombre de légendes, tu sais, de cette époque, qui sont encore vues comme des légendes et qui se seraient tellement fait cancel, mais genre à 10 000 reprises Tellement. dans leur carrière. Ils ont tu eu la vois. chance d'exister avant Internet, quand même. Bah ouais, avant plein de choses, ouais. Ouais. C'est clair. Cela dit, il y a toujours des mecs aujourd'hui très violents qui ont quand même une Bien sûr, carrière. bien sûr. Mais c'est vrai. je suis- Non, mais tout, oui, oui. évidemment. Mais tu vois, parce que James Brown, aussi, autant sa musique, elle est ultime et elle a inspiré. Enfin, tu vois, on parlait de rap tout à l'heure. Ouais. Le rap serait pas le même sans James Brown. Hein. C'est peut-être l'artiste le plus samplé dans l'histoire du rap. Je sais pas, faudrait vérifier. Mais autant le nombre de dingueries, tu vois, à différents niveaux. C'est vraiment un niveau incroyable, quoi. Et des années plus tard, Tex continue de critiquer James Brown en interview. A priori, ils n'ont jamais réglé leur bif. Bif, en fait, donc un bœuf, littéralement. En fait, c'est un clash, c'est un quoi. clash, c'est un autre mot pour dire clash, C'est un autre mot ouais, pour dire Je clash. pense que ça doit venir du côté, enfin, la viande, je sais pas, le côté un peu Ouais. violent, ils se battent pour un bout de. Ouais. Je sais pas si ça Je vient de sais ça. pas. Mais effectivement, ouais, c'est un bif, c'est Un bif. c'est un clash, ouais, tout à fait. Dans les années 70, on assiste à une autre vague de 10. J'ai parlé tout à l'heure de Sweet Home Alabama, mais il y a aussi les Beatles. Après la séparation des Beatles, John Lennon attaque son ancien groupe dans la chanson God. Il dit dedans « Je ne crois pas aux Beatles, je crois juste en moi, Yoko et moi, et c'est la vérité ». Et dans cette chanson, il inclut aussi le mot « Yesterday », qui fait référence à la chanson des Beatles Yesterday, qui a été écrite par Paul McCartney. En 1971, Paul McCartney décide qu'il en a marre. Il dit « Trop de gens prêchent, ne les laisse pas te dire ce que tu veux être ». Une critique à John Lennon, qui était un peu moralisateur, et Paul McCartney en a marre. Donc Lennon était à ce moment-là, quand la chanson sort, en plein milieu de l'enregistrement de l'album Imagine. Et il sort un morceau cinglant qui s'appelle « How Do You Sleep ». Tes fous avaient raison quand ils disaient que tu étais fini. Comment dors-tu ? Comment dors-tu la nuit ? Tout ce que tu as fait, c'est yesterday. Et depuis ton départ, tu n'es plus qu'un jour de plus. You're just another day. Un joli visage peut durer 1 an ou 2, mais très vite ils verront ce que tu peux faire. Le son que tu fais est de la musique d'ascenseur pour mes oreilles. Tu as sûrement appris quelque chose en toutes ces années. L'histoire lui a quand même donné un peu tort. Oui. Parce que Paul McCartney a fait quand même une grande carrière en solo, Voilà. hein, tu vois. Mais bon, après, c'est des inimitiés de l'époque et de la jalousie aussi. Probablement un peu des deux. Oui, puis je pense que Paul McCartney représentait aussi, c'était le beau gosse du groupe, là où John Lennon était peut-être le génie. Enfin, tu vois, il y a toujours vrai. comme ça des trucs. Donc, je sais pas, il y avait peut-être une forme comme ça. Mais ouais, je savais pas que c'était aussi Aussi direct. clair. Ouais, exactement. Ouais. Paul McCartney répond plus tard avec Silly Love Songs. On pourrait croire que les gens en ont marre des chansons d'amour légères, mais je regarde autour de moi et je vois que ce n'est pas le cas. Certains veulent remplir le monde de chansons d'amour légères, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Et ça me fait penser un peu à Drake et Kendrick, c'est que Lennon gagne le cœur des critiques et Paul McCartney gagne le cœur du public. Exactement. Tu sens de toute façon dans ce qui est reproché au-delà des querelles personnelles qu'il y a des différences de philosophie, je pense, tu vois, où McCartney qui est devenu un artiste, enfin les Beatles c'était déjà le cas, mais très populaire, tu vois, qui a embrassé ça, là où John Lennon avait quelque chose de plus radical, tu vois, l'artiste torturé. C'est ça. Et j'imagine que je suis pas un expert de Beatles, mais qu'il a sûrement dû aussi beaucoup plus mal vivre l'énorme succès des Beatles, là où je pense que Paul McCartney avait envie d'être une superstar. Je vois ça dans plein de groupes où Ah ouais. t'as parfois des... Bah ouais, alors c'est un exemple qui est moins marquant, même si c'est marquant pour une génération, mais il y a un groupe de rap pop, s'appelle Columbine, par exemple, qui a eu des vrais succès ces dernières années. Le groupe aujourd'hui n'existe plus, même si je crois qu'ils sont en bon terme, mais il y a plein de gens dans le collectif, mais il y avait surtout un duo, l'UJPK, qui maintenant a une carrière en solo remplie de succès, un mec qui s'appelle Faudacé, qui était brillant aussi, et ils ont commencé à avoir beaucoup de succès tous les deux, et je sais que l'UJPK, lui, était assez à l'aise avec ça, et d'ailleurs après a entamé une carrière solo qui a aussi connu du succès, il remplit des salles, et je crois que Faudacé avait, pour des raisons qui lui sont sûrement propres, mais un peu plus mal vécu ça, tu sais, et donc c'est souvent ça, parfois t'as Une différence d'ambition, ouais, et de vision. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie ça. peut-être d'être très connus, tu vois, et de parler au monde entier, de remplir des stades, et d'autres pour qui c'est plus douloureux, on sort un peu du sujet, mais tu vois, ça a beaucoup été documenté, mais je pense qu'un comme Diams, par exemple, bien sûr. qui est allé très haut en termes de succès, on sait qu'elle n'a pas très bien vécu, ça, que c'était pas forcément pour elle. Kurt Cobain. Ouais, voilà, en fait, il y en a plein. Il y en a qui disent que Kurt Cobain c'était une façade et qui faisait genre non, mais en fait ça m'a un peu tombé dessus. Et c'est vrai que ça lui est pas tombé dessus, il l'a cherché, mais par contre c'est vrai qu'il réagissait quand même assez mal à la célébrité. Ouais, et puis l'histoire aussi prouve qu'à mon avis, c'était pas juste de la posture, quoi. Donc ouais, c'est particulier. Je pense que c'est vraiment des questions de tempérament et de ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être. Tu vois, la vie d'une superstar.
on va pas les plaindre, mais je pense elle a aussi son lot de problèmes, quoi. Moi, je suis pas sûr Que t'aimerais être que j'aimerais méga avoir la vie célèbre. de Beyoncé, tu vois. Je pense que je préférais avoir la vie de genre Bill Murray. Ouais, tu vois. Bill Murray, ouais. Bill Murray, il marche dans Paris, c'est cool, il va être reconnu par quelques personnes Ouais. qui vont le reconnaître, mais c'est chill, tu vois. Ouais. Il doit être richissime, évidemment, ou genre Larry David, tu vois, des mecs comme ça. Je pense qu'ils ont une vie plus cool au quotidien, tu vois. Après, ils représentent moins de choses. Beyoncé, c'est une icône, enfin, tu vois. Oui. Mais est-ce que tu as envie d'avoir la vie qui va avec le fait d'être cette icône-là, quoi. Et moi, je sais que non, tu vois, mais on a besoin de gens comme ça. Hein. On a besoin de gens comme ça pour rêver. Mais voilà. Je pense des fois à Taylor Swift et je me dis, elle peut même pas juste descendre à l'épicerie. Et en fait, il y a un plaisir des fois de juste te promener anonymement dans la Elle ville, peut pas tu prendre vois. du poids, mais Elle genre peut 3 pas. kilos, sans que le monde entier en parle, Non, mais tu bien vois. sûr. Beyoncé, elle doit, je pense qu'elle veut aussi ça, mais elle doit être au top tout le temps. Dieu merci, l'univers nous a épargné de la méga célébrité. On était à ça. On Et était du à million, ça. et de la vie de millionnaire aussi. Mais bon. Ouais, bien sûr. Mais toi, déjà, t'as quand même une petite célébrité, quand même. Oui, mais c'est- genre mais en fait- modeste, mais quand même. Enfin, mais- je veux dire, tu dois être reconnu dans la rue assez fréquemment. Mais c'est intéressant parce que c'est notoriété-là, plutôt que célébrité, je pense. En fait, aujourd'hui, tu sais, plein de gens sont un peu connus. C'est vrai, c'est aujourd'hui Tu avec vois. Internet, ouais. Donc, moi, surtout quand tu habites dans une ville comme Paris, ce qui est mon cas, Ouais. en fait, les gens, ils ont l'habitude de voir des gens un peu connus. C'est tu vrai. vois. Tu vois. Genre, je Ah, pense que- c'est qui? Ah, c'est encore un mec un Ouais, peu connu. tu vois, en fait, je veux dire, avec YouTube aujourd'hui, Internet, je veux dire, le Ouais. nombre de gens un peu connus qu'il y a, en fait, c'est énorme. En fait, mais vraiment, tu sais, moi, étant un peu connu, parfois, je suis dans des trucs de marque et tout. Et la dernière fois, j'ai fait le semi-marathon à Paris. Et avant la course, je rencontre un mec, tu vois, c'était avec la marque Orange, tu vois, qui nous ont filé des dossards et tout. Très merci à eux. Et donc, je rencontre un mec parce qu'on partait en même temps. Bref. Et je parle avec lui. Et je le connais pas, ce gars. Je sais pas qui c'est. Et en fait, je vois qu'après, on discute. Et il est très sympa. Et je vois qu'il a, je sais pas, 600 ou 700 000 followers Wow. dans un truc dans sa niche à lui, tu vois. Et en fait, il est connu. Il est un peu connu. Il est très connu pour des gens qui le suivent, mais toi, t'en as jamais entendu parler et Exactement. t'es là, non mais il a 600 000 followers. C'était pareil pour moi, genre avant la course, il y a des gens qui me reconnaissent, etc. Gars, tu fais quoi et tout. Et pareil je pense, donc moi, oui, il y a des gens qui me reconnaissent, mais ça m'a jamais empêché de marcher. Tu vois, je crépais Non. d'émeutes, quoi, Dieu merci. Pas encore. Donc, non, mais du coup, ce qui Ouais. n'a jamais été, parfois c'est quand tu vois les gens qui peuvent te reconnaître, moi, tu sais, Ouais. je vois parfois les groupes de jeunes, etc. Et je le vois, mais ça n'a jamais été désagréable. Parfois, t'es avec ta fille, et il y a un Ah mec ouais. qui vient et qui te demande ton avis sur le dernier album de Ziak, t'es en mode, frérot... C'est peut-être pas le moment, hein. C'est pas le moment, mais ça, c'est le plus relou que j'ai. Ouais, tu vois. ça va. Donc ça va, tu vois. Donc non, je suis pas emmerdé par ça. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je racontais ça dans un autre podcast. Je me souviens une fois, j'étais petit, ado, et je vais à Paris et je vois dans un métro Bernard Pivot. Oh, Et je suis en mode putain, il y a une star là, c'est tu Bernard sais Pivot. que je suis Dicodor. Ah, je J'ai savais fait les pas. Dicodor, la dernière édition, ouais. Incroyable. Ouais. Ah bah, Donc pour moi, c'est ma star. Ah bah oui. Non, oui. mais en plus, je rigole parce que bon, derrière, il s'est fait cancel quand même bien. Oui, mais bon, c'est bref. vrai, c'est Enfin, vrai, voilà. mais bon. Donc tu vois Bernard Pivot. Mais il est là, tu vois, et moi je suis en mode, putain, c'est quelqu'un de connu là dans le métro, c'est un truc de ouf, tu vois, il se passe rien de plus que ça, mais aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un de, je sais pas, je devais avoir 17 ans à l'époque, quelqu'un de 17 ans qui prend le métro, il voit potentiellement, tu vois, un humoriste qu'il a vu sur les réseaux, un youtubeur, un rappeur, une influence, enfin, je veux dire, C'est très courant. Ouais, donc maintenant la célébrité, la vraie grosse, tu vois, on parlait de Timothée Chalamet en off tout à l'heure, Ouais. ça c'est une superstar, C'est sûr. tu vois. Moi aussi ça m'arrive, c'est qu'on me reconnaît, c'est qu'on me dise ah ouais, Bouscapé, clic, tu vois, dire, on m'a confondu avec tous les journalistes hommes qui ont déjà interviewé des rappeurs. C'est pour ça que t'es pas vraiment connu quand c'est comme ça. Bon, en tout cas, McCartney, Lennon, voilà. La même année, Carly Simon sort You're So Vain. Tu m'avais dit il y a plusieurs années, quand j'étais encore assez naïve, tu disais qu'on formait un si joli couple et que tu ne partirais jamais. Une personne paye 50 000 $ aux enchères pour savoir sur qui est la chanson. Plus tard, tout le monde le sait, qu'elle parle à ce moment-là de l'acteur Warren Beatty, Warren qui a Beatty. profité d'elle. Il y a quand même un mec qui a payé 50 000 $ aux enchères pour savoir de qui elle parlait. Fou. Le plaisir du gossip. Si t'étais millionnaire, Ouais. tu paierais 50 000 balles Non. pour des gossips. Toi, tu t'intéresses à la vie privée des célébrités en général? Quand je les aime vraiment beaucoup, je m'en fous un peu des gossips, pour être honnête. Enfin, ça peut
je veux voir quelque chose, oui, tu vois, quand quelqu'un va spéculer sur la fin d'un couple star, je vais m'y intéresser, mais pas plus que ça. Ouais, c'est d'accord. pas, voilà. En revanche, la vie privée des gens dont je suis fan, effectivement, comme tu dis, ça donne des moyens de comprendre des choses. Voilà, c'est plus ça. Ou alors, là en ce moment, tu vois, je lis Dune, enfin j'ai lu le premier Dune, donc là je vais lire les autres. Donc là, je suis pas fan de Frank Herbert, j'ai lu un livre, mais ça m'intéresse un peu d'en savoir plus sur lui pour comprendre un peu, tu vois, pourquoi il écrit. Et en fait, quand tu comprends son passé, enfin bref, tu comprends pourquoi il a écrit Dune en fait. Donc c'est plus ça, mais sinon pas plus que genre la vie privée, pardon pour elle, mais de Capucine Anave, je m'en fous un peu, tu vois, ou de Mathieu Delormeau, tu vois, moi, je mets pas de distinction, tu vois. Mais la vie privée de Robert De Niro, tu vois. Même si on sait peu de choses parce que c'est quelqu'un de très discret, mais justement ça va m'intéresser un peu parce que je suis tellement fanatique de lui que j'ai un peu envie de comprendre, tu vois, voilà. Quand tu sais de qui la personne parle dans une chanson, ça donne une saveur. Not Like Us, si tu l'écoutes et que t'es pas au courant que ça parle de Drake, je pense que c'est une super chanson, mais t'as pas du tout la même sensation. À la fin des années 70, Billy Joel sort Big Shot. C'est un diss contre les critiques rock qui se tourne vers la new wave. Il est pas très fan de la new wave. Okay. It's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny but it's still rock and roll to me. Pour moi, c'est toujours du rock and roll. Et les 10 prennent de l'ampleur avec le rap, évidemment. Là, on arrive au rap. Et là, c'est UTFO qui sort Roxanne Roxanne. Ça fait partie des premiers, ça. The Bridge is Over. Après, je sais pas si tu veux en parler, mais parler des Bridge Wars, mais qui est vraiment un clash mythique. C'est les premiers clashs, on va dire, sur disque, enfin sur CD, quoi. Yo, EMD. Yeah, what's up, man? They go that girl they call Roxanne. She's all stuck up. Why you say that? Cause you wouldn't give a guy like me no rap. Man, she was walking down the street, so I said, hello, I'm Kango from UTFO. And she said, so, baby, don't you know I can sing rap dancing just one show, cause I'm... Voilà cette fille qu'ils appellent Roxanne. Elle est hyper coincée. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle ne voudrait pas parler à un gars comme moi. Roxanne passe sur toutes les radios, ça cartonne. Et donc ça fait réagir Lolita Shante Gooden, qui est une jeune artiste de 14 ans dans le Queens à New York et qui ne supporte pas le message misogyne. Et donc elle change son nom en Roxanne Shante et elle enregistre un freestyle de 7 minutes qu'elle appelle Roxanne's Revenge, donc la revanche de Roxanne. Il porte un kangol, donc son chapeau, et c'est mignon, mais il n'a pas d'argent, il n'a pas de thune. Et à chaque fois que je le vois, il est toujours en train de mendier. Et toutes les autres filles, il essaie toujours de les draguer. Chaque fois que je le vois, il balance des rimes, mais comparées aux miennes, elles sont faibles face aux miennes. Je trouve ça incroyable à 14 ans. Ah, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et c'est une des premières... Même si on avait un 580, mais une des premières femmes aussi, fille là en l'occurrence, mais qui a un morceau, en plus un morceau véhément, enfin c'est un moment important quand même, ouais. Il se vend 250 000 copies de Roxanne's Revenge juste à New York. C'est incroyable. En réponse, UTFO recrute une autre rappeuse et donc ils écrivent la chanson The Real Roxanne. Et pendant l'hiver 1985, les 3 morceaux sont dans les charts. Ça c'est un truc de fou, c'est que vraiment t'as la chanson d'origine, la réponse et la re-réponse. L'année qui suit, 30 autres morceaux Roxanne sont produits. Les disques aussi deviennent un genre à part entière parce qu'à ce moment-là, ils peuvent sortir très rapidement. On peut presser des disques assez rapidement et les sortir vite, ce qui compte énormément parce que tu peux pas répondre un an plus tard. Il faut que ce soit chaud. Complètement, ouais, bien sûr. Et donc après les Roxanne Wars, tu l'as évoqué, c'est les Bridge Wars qui prennent le relais. En 1985, le rappeur MC Shan sort The Bridge en référence à son quartier de Queensbridge. Tout à fait. Et un autre rappeur, Boogie Down Productions. Boogie Down Productions, c'est le label où il y a KRS-One dessus. Et donc c'est un crew et ils vont faire The Bridge is Over. The Bridge is Over. Qui est mythique. Pour moi, c'est le premier clash, c'est ça. The bridge is over, the bridge is over. The bridge is over, the bridge is over. Hey, 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 the bridge is over, the bridge is over. The bridge is over, the bridge is over. You see me coming in the dance with the slipper sense. Dans le rap, The Bridge is Over, c'est vraiment un point un peu de
il est souvent présenté comme le premier grand Le premier grand clash. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que donc là, c'est l'affrontement de deux quartiers de New York, le Queens et le Bronx. Donc les deux disent non, mais en fait, le rap, c'est chez nous, d'accord, ça vient de chez nous. Et je pense que c'est intéressant parce que tu l'évoquais, on va y venir après, mais Tupac versus Biggie, ou justement West Coast, East Coast. Bien sûr. Il y a vraiment une notion de territoire en fait dans le rap qui est très importante en général. Bah oui, c'est quand même aussi une musique où on représente beaucoup même en France, son département ou son quartier. Et à un moment, on est même arrivé sur cette histoire de territorialité à représenter son bâtiment. En France, c'est ouf. Kobalade, c'est le Bat 7, le bâtiment 7. Et tu as eu plusieurs rappeurs qui viennent de ce bâtiment-là. Bolemon, Shota, enfin bref, c'est fou. C'est qu'en fait, c'est un truc parfois qui peut être un peu bizarre et peut-être pas toujours très compréhensible peut-être pour des gens qui n'écoutent pas de rap, de se dire mais pourquoi ils sont aussi fiers d'un département. Donc là on est allé jusqu'à être fiers d'un bâtiment avec plusieurs rappeurs qui ont eu du succès qui viennent du même bat, quoi. Tu vois, c'est assez dingue. Donc oui, ça fait partie du rap, ça. Tu vois, ça a toujours fait partie du rap de revendiquer de nous on a plus de style que vous, on a fait ça avant vous, tu vois. Et même tu sais, moi on va arriver au point névralgique, c'est je vais parler de Danny Dan qui est mon rappeur préféré, j'en parle tout le temps, qui est un rappeur de Boulogne et il me racontait au début de sa carrière lui, donc milieu des années 90, 93, 94, quand il commence à être invité sur des compiles, les gens donc du 93 ou de Paris, lui disent mais tu vas représenter le 9-2, qui est un peu vu comme Hauts-de-Seine, quartier riche, tu sais, même si y a des quartiers là-bas, mais tu sais, qui est pas le truc le plus street crédible à l'époque. Il dit bien sûr, je vais représenter le 9-2, tu vois, genre. Et donc ça devient un truc de fierté à l'époque où le 92 est pas vraiment encore représenté. Donc ouais, ça a toujours été super important. Mais peut-être parce qu'il y a un truc, et ça se retrouve forcément moins dans d'autres genres musicaux, parce que le rap à la base vient quand même vraiment de la rue. Ouais, et donc voilà. De territoires parfois un peu délaissés. Enfin, il y a ça aussi. Donc tu le revendiques, tu essaies de le refaire briller. Même le clash Kendrick Drake, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que Kendrick, il vient de Compton, qui est endroit mythique dans le rap américain. Dr. Dre vient de là-bas. Enfin, tu vois, ça fait vraiment partie de la mythologie du rap américain. Drake, il vient de Toronto. Ouais, Toronto. Tu vois, le Canada. Et les Américains se foutent tout le temps de la gueule des Canadiens. Exactement. C'est un peu comme nous avec la Belgique. Pendant longtemps, il y a toujours des blagues sur la Belgique. Et maintenant, on a des Damso, des Hamza qui viennent de Belgique et qui sont très connus. Mais il y a vraiment un peu ça. Donc, c'est pas la composante principale dans le clash Kendrick Drake. Mais il y a un peu ça aussi, quoi. Tu vois, t'es quand même moins street quand tu viens de Toronto, c'est sûr, a priori. Et puis même, je pense que le succès de Drake énervait aussi beaucoup de gens sur encore ce Canadien qui a encore l'album qui se vend le plus, et en plus il devient super coquille, super arrogant, toutes les meufs l'adorent, enfin tu vois, il y a un truc de là c'est bon, tu vois, et je pense que c'est aussi pour ça que quand Kendrick l'a attaqué et l'a battu, il y a autant de rappeurs américains qui sont rangés du côté de Kendrick, en mode on en a marre là. Il faut nous débarrasser de cette hégémonie. C'est ça, c'est genre l'âme du rap est perdue, est dévoyée. Voilà. C'est intéressant parce que, alors j'ai pas du tout la notion de d'où ils viennent, de quel milieu ils viennent respectivement. Enfin, je crois que Drake il vient plutôt d'une classe moyenne. Exactement, supérieure. C'est la classe moyenne, c'est ça, mais normale. effectivement il a pas. Voilà. Quand il fait Started from the bottom, now we're here, le bottom de Drake, c'est pas celui de Kendrick. C'est effectivement. ça, alors que Kendrick il vient plutôt d'une famille plus pauvre. Tout à fait. Ouais, voilà. Donc ça joue, tout ça joue. Et aussi. Et Drake a été comédien. Et Drake était enfant star. Exactement. Ça racontait vraiment quelque chose de, tu vois, des discussions qu'on a dans le rap en ce moment, qui a le droit de rapper, qui a le droit de parler de rap. Tu vois, je veux dire, quand une musique devient aussi populaire, ça pose beaucoup de questions sur qui a vraiment le droit de l'écouter. Enfin, tu vois, c'est aussi le moment où aujourd'hui, le rap est aussi une musique écoutée par des gens d'extrême droite. Tu vois, alors c'est pas la faute de Drake, hein, mais je veux dire, ça existe. Donc il y a un peu ce truc-là de est-ce qu'on protège cette culture-là ou est-ce qu'on accepte qu'elle est devenue complètement populaire et mainstream. Donc voilà, BDP répond avec le morceau South Bronx. S'ensuit donc des dizaines de morceaux avec Bridge is Over donc de BDP, tu l'as évoqué. Le passage de piano d'ailleurs sera repris dans des dizaines d'autres morceaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce morceau Bridge is Over fait une référence au morceau It's Still Rock'n'Roll to Me. You're still telling lies to me. Donc comme quoi, tu vois, référence d'un disque à un autre, d'un genre musical à un autre. Tous ces morceaux-là ne sont pas dans les charts, même Bridge is Over, parce que les chansons sortent trop vite déjà premièrement, et les paroles ne sont comprises que par des fans de rap. Et donc le grand public passe totalement à côté. Dans les années 90, c'est Dr. Dre qui est en bif contre Eazy-E et son ancien label. Donc là, il y a énormément de choses. Il y a Snoop Dogg aussi dans l'histoire. D'ailleurs, Snoop Dogg est le premier à utiliser le mot 10 dans un morceau. Fuck with Dre Day. Dre Day, exactement. Il dit
Tu essaies de t'en prendre à mon pote, tu ferais mieux de te surveiller. Parce que quand tu dis Dre, tu te dis toi-même. If you wanna diss Dre, you're gonna diss yourself. You best check yourself, cause when you diss Dre, you diss yourself. Motherfucker. Probablement que ça vient du mot disrespect. Bah tu vois, c'est un peu similaire finalement à John Lennon de McCartney, parce que c'est Dre Eazy-E, il faisait partie de NWA, donc c'est deux membres du même groupe, un groupe mythique, et puis ils sont quittés en très mauvais termes. Et d'ailleurs, ça c'est un peu raconté du point de vue des survivants dans le film sur NWA, Straight Outta Compton, donc qui raconte NWA, donc, et il paraît, parce qu'en fait, donc il y a le clash entre Dre et Eazy, ces morceaux-là, effectivement, avec des morceaux aussi de Eazy qui sont exceptionnels, Real Motherfucking G's, vraiment. Eazy est décédé quelques années après du sida. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de se rabibocher, tu vois. Donc Dre, sur l'album 2001, il a un morceau où il parle d'Eazy, il évoque les regrets, etc. Et dans le film Straight Outta Compton, on voit Dre qui va voir Eazy sur son lit d'hôpital, et beaucoup de gens ont critiqué ça en mode je crois que ça s'est pas vraiment passé comme ça, je crois que ils sont pas vraiment quittés, tu vois. Donc genre j'ai pas la réponse à ça, mais je sais que de toute façon le film a généré beaucoup de critiques sur ok, c'est raconté du point de vue des gagnants, quoi. Bien sûr. Donc à un moment on a Dr Dre qui je crois met une baffe ou un coup à Suge Knight qui était le boss de Death Row. Je pense que Dre n'a jamais pu faire ça. Voilà, bon c'est le mais voilà, donc cette histoire là, ce qui est un peu triste, c'est que Eazy est décédé, il s'est pas fait tuer comme ça arrive dans des tu vois, enfin il est mort quoi de la maladie, et ils ont pas pu arranger les trucs alors qu'ils ont quand même commencé ensemble, tu vois. Donc c'est triste. Ouais. Au milieu des années 90, les bifs deviennent de plus en plus intenses, et le plus connu, c'est celui qui oppose, évidemment, on l'a évoqué là plusieurs fois, Biggie et Tupac. Donc c'est l'affrontement côte est, côte ouest. En 94, Tupac était attaqué par des hommes en treillis au Quad Recording Studios à New York. Il est persuadé que c'est Biggie et P. Diddy, donc Puff Daddy, qui sont dans le coup. L'année suivante, Biggie sort Who Shot Ya, où il se moque de Tupac. Non, mais parce que c'est un mystère un peu, je trouve. Ce morceau-là, il est extraordinaire, mais Biggie parle pas de Tupac nommément, tu vois. C'est un peu un subli. Mais il y a plein de gens qui pensent que Biggie parlait pas de Tupac, c'était pas son style de faire ça. En même temps, ça s'appelle Who Shot Ya. Oui, et voilà, il dit qui t'a tiré dessus. Et sachant que Tupac reprochait clairement ouvertement à Biggie et à Diddy surtout d'être derrière ça. Donc c'est juste pour apporter une nuance, mais il y a de grandes chances que Biggie parlait de ça. Mais tu vois, c'est pas certain. Quand tu regardes, non. Et puis à l'époque, il n'y avait pas 10 000 interviews, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc en fait, Biggie, il n'y a pas 10 000 interviews qui existent de Biggie en fait. Donc je dis pas que c'est pas le cas, mais pour moi, il y a quand même. Et peut-être que moi, en fait, j'ai un peu envie de croire que Biggie. Mais ça, c'est ma vision des choses, ça peut être un peu romantique, et je sais qu'on est beaucoup à la voir. C'est que Tupac, il part chez Death Row, et je pense qu'il est dans full paranoïa, il est en Tony Montana, tu vois, full paranoïaque, etc., à penser que Biggie et Diddy sont la cause de tous ses problèmes, etc. Et peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Et moi, je pense que Biggie était pas comme ça. Je pense que Biggie, parce qu'ils étaient amis. Ils étaient amis à la base. Ils étaient amis. Tupac a donné des conseils à Biggie, etc. Et donc, j'ai un peu envie de croire que Biggie était pas aussi vicieux que ça. Mais en même temps... en fait, voilà, il faisait partie donc d'un label qui s'appelle Death Row, et où en fait, Tupac, c'était pas seulement... Oui, pardon, Tupac. Dans le documentaire que j'ai vu, il y en a qui disent non, mais Tupac était même pas aussi à la base violent, et en fait, il l'a fait... Les deux peut-être ont été entraînés, entre guillemets. Le truc, c'est que Tupac, il a signé chez Death Row, donc Suge Knight, c'est un vrai OG de Los Angeles, tu vois, c'est le boss de Death Row. Et en fait, Tupac, c'est même pas un mec de la Californie à la base. Enfin, si, pardon. Il était au Oakland, etc. Mais je veux dire, c'était pas censé forcément. Il a vécu à Baltimore aussi. Enfin, c'était pas forcément le visage. Et là, il se met d'un coup à devenir l'anti-new-yorkais, par exemple. Donc, il incarne ça. Et donc ça crée un peu cette guerre. Est-ce que c'est pas aussi une façon de trouver une famille, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, tu veux faire plaisir aux personnes qui t'ont adopté, entre guillemets. Tout à fait. Le morceau Hit 'Em Up, ça devient un truc où il insulte toute la côte est. Et il y a récemment, tu vois, sur France Inter, j'ai reçu Avoc de Mobb Deep, donc qui ont été attaqués par Tupac. Et Avoc raconte aussi que c'était quand même beaucoup un truc de médias. Le monté truc en épingle, West Coast, puisqu'en fait sur l'album All Eyes on Me de Tupac, qui est son dernier album qui sort de son vivant, et ben il y a Method Man sur l'album, donc new-yorkais. Enfin, c'était pas non plus il paraît, c'est un grand fantasme, que s'il était encore en vie, il voulait sortir un projet qui s'appelait One Nation Tupac, qui réunirait des rappeurs californiens et new-yorkais. Donc et puis d'un point de vue storytelling, c'est génial.
il y a un truc super, tu vois. C'est la télé-réalité de la vraie vie. Exactement. Putain, New York contre Los Angeles. Alors qu'en vrai, à l'époque, il y avait des collaborations entre New-Yorkais et Californiens. Que un peu après, il y a Nas qui fait l'album The Firm où il rappe sur des productions de Dr. Dre. Donc en fait, tout ça, c'est quand même un truc qu'on a beaucoup fantasmé parce que c'est incroyable en termes de storytelling et que Tupac, c'est le personnage le plus cinématographique de l'histoire du rap, je pense, et que Biggie, c'est pour moi le plus grand rap. Enfin, tu vois, donc il y a un truc. C'est pas la guerre entre, tu vois, je sais pas moi, c'est Messi Ronaldo en fait. Non tu mais vois. attends, bien sûr, donc, puis Tupac, fils de Black Panther et voilà, tout, c'est quand même, il y a plus, tout un lore. Exactement, donc il y a un truc qui est et ça, et tu vois, alors pareil, je grossis largement le trait, mais il y a un peu un truc comme ça où tu dis, t'as raison. Tupac, rap conscient, même si en fait il parlait aussi de bling bling et des trucs comme ça. Oui, et c'est la oui. grande force de Tupac, c'est qu'il était rempli de paradoxes. Il pouvait faire des morceaux super féministes et des morceaux horriblement misogynes. C'était Tupac, tu vois, des morceaux super conscients et des morceaux complètement inconscients. Mais Biggie, c'était Bad Boy, donc c'était, tu vois, Puff Daddy, les Shiny Suits, donc le côté aussi. Le rap qui devient extrêmement populaire alors voilà, Tupac il faisait des énormes tubes hein, donc c'est pas non plus le gardien du temple, mais il y avait quand même un truc un peu comme ça, tu vois, parce que derrière Biggie il y avait aussi Puff Daddy qui était aussi une cible, voilà, donc mais bon ça restera à jamais je pense le meilleur clash, parce que c'est une époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc il n'y a pas tout ce qu'il y a eu après. C'est pas forcément les meilleurs clashs en termes d'écriture, peut-être, mais en termes de tout ce qui s'est passé à l'époque. Et voilà. Et puis derrière, ça c'est soldé par des morts, en plus, irrésolus. On ne sait pas du tout qui les a tués. Bon, en tout cas, Tupac, il le prend clairement personnellement, le morceau de Biggie. Il répond avec plusieurs disques, dont le plus connu, effectivement, Hit 'Em Up, en 1996. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house? Now it's all about Versace. You copy my style. 5 shots couldn't drop me. I took it and smiled. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker. Biggie, rappelle-toi quand je t'ai laissé dormir sur le canapé et j'ai supplié une meuf pour te laisser dormir dans la maison. Maintenant, c'est Versace à fond, tu as copié mon style. 5 balles n'ont pas réussi à me faire tomber, je les ai encaissées en souriant. Maintenant, je suis de retour pour remettre les choses au clair. Avec mon AK, je suis toujours le thug que tu aimes détester. Les gens qui n'ont pas écouté Hit 'Em Up doivent écouter ce morceau parce que on sent la rage. Il y a des morceaux bien écrits, tu vois. Kendrick, par exemple, il y a un morceau de Kendrick parce que Kendrick Drake, il y a 10 000 clashs. Il y a un morceau qui s'appelle Meet the Grams de Kendrick. En termes d'écriture, c'est ultime. C'est trop brillant. Mais c'est Kendrick qui rappe bien. Sur Hit 'Em Up, Tupac, je pense qu'il a... Enfin, j'en sais rien, mais comme il est très productif, je pense qu'il n'a pas mis très longtemps à écrire le morceau. Mais la rage qu'il a, elle est tellement... C'est pour ça que pour moi, ça reste le plus grand clash de l'histoire du rap. En fait, tu sens qu'il veut, à ce moment-là, je pense qu'il veut la mort de tous les gens sur son chemin. Enfin, tu vois. Je suis désolée, mais par contre, c'est vrai que tu t'es pris 5 balles. Je pense que t'as de quoi être vénère. Ouais, et puis moi aussi, ça nourrirait ma et je pense haine. que, tout à fait. Et donc, tu la sens, tu vois. C'est vraiment... tu sais, parfois, il y a des débats sur Tupac, il n'était pas si technique que ça. Biggie était un plus grand technicien. Oui. Mais en fait, le rap et la musique, c'est pas que ça. C'est aussi les émotions. Ouais, moi, et tu vois, plus je vieillis, plus je comprends pourquoi Tupac c'est génial. Pourtant, j'ai commencé, je te disais, avec Tupac, mais en fait, après moi, la technique, elle m'a un peu rattrapé. Donc j'étais Nas, Jay-Z, New York. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je m'en fous de comparer les gens. J'aime leur musique sans me demander qui est le meilleur. Mais je comprends aussi pourquoi Tupac est important pour autant de gens, parce qu'il y a le côté émotion, tu vois. Et dans un morceau comme ça, bon, l'émotion elle est négative, mais tu sens qu'il vit le truc, quoi. Tu vois, c'est dans les tripes. Et donc, le plus fascinant dans le morceau, c'est peut-être même pas des couplets, c'est Tupac à la fin en monologue qui juste insulte la terre entière. En disant fuck you tout, tu vois, il est tellement oui, il est pris par le truc, quoi. Il est presque hors de lui, exactement, c'est c'est un clash complètement dingue, Et donc oui, tu l'as évoqué, bon, il y a aussi, on va pas rentrer dans tous les détails, mais Jay-Z et Nas qui s'affrontent dans un bif de plusieurs années. Jay-Z sort Takeover où il dit en seulement une semaine j'ai vendu plus que ton album entier. Et il y a toujours quand même dans ces trucs là aussi des histoires de j'ai couché avec ta meuf, tu vois. Oui, Biggie, alors d'ailleurs parce Tupac, que c'était ça avec il y avait Tupac qui a dit ça dans la chanson Hit 'Em Up. Il y a toujours ces trucs un peu nuls et un peu bas du front de j'ai quand même tu vois couché avec la mère de tes enfants, tu vois. Oui, il y a toujours des trucs très très personnels, presque intimes. Et c'est drôle parce que tu parles du clash Nas Jay-Z. Maintenant, je pense que à l'époque, les gens avaient décidé que c'était Nas qui avait gagné avec le morceau Heather, donc Nas sort gagnant alors que Jay-Z vend plus que Nas à l'époque. Et aussi parce qu'il y avait un morceau que les gens ont oublié maintenant, qui s'appelle Super Ugly,
de Jay-Z, Ok. où il rappe sur l'instru de Nas de Got Yourself a Gun, bref, et il est extrêmement vulgaire. Ah ouais. Il y a notamment des trucs sur qu'il aurait couché et laissé la capote, je crois, sur le siège arrière de la voiture, enfin des trucs, tu vois. Et la mère de Jay-Z, ça c'est réel, la mère de Jay-Z était effarée par ce morceau, elle lui a demandé de s'excuser à la radio. Oh, j'adore. Ça, les mères, ça. Donc ça prouve aussi, là Nas il a gagné, tu vois. Donc ça allait, donc les deux morceaux c'était Cover et Easer, mais en fait il y a eu d'autres trucs aussi Excellent. un peu autour, et à l'époque étaient effectivement balancés à la radio, qui sont pas forcément sortis sur des CD, et il y avait ce truc là Super Ugly qui se retrouve sur YouTube facilement, et qui est un morceau un peu nul, quoi. Ah ouais, d'accord. Et même la mère de Jay-Z lui a dit là t'as déconné là, tu vois. Eminem, bien sûr, on parle Oui. de 10, on est obligé de parler d'Eminem. Sa carrière est presque basée sur des 10, donc ça peut être envers d'autres célébrités. Ouais. Parfois même des conflits qu'il a créés de toutes pièces, quoi. Il n'y avait Complètement. même pas de problème à la base. Il y a évidemment son personnage Slim Shady, et donc dans The Real Slim Shady, il se moque de Britney Spears, de Christina Aguilera, de La Will pop de Smith. l'époque, ouais. Exactement. Dans Without Me, il critique aussi tout le monde. Moby, Dick Cheney aussi. Ouais. NSYNC, tout le monde. Get a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this and that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy that stands up. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, no, let's go. La culture du bif touche même le rock à ce moment-là. Je l'ai dit qu'à la base, le rock n'était pas étranger à la culture du bif, du clash, du 10. Mais là, c'est de moins en moins subtil, notamment Axl Rose, donc le chanteur des Guns N' Roses, qui s'énerve contre des journalistes qui estiment que ses paroles sont racistes et homophobes. Et donc, il va les nommer directement dans sa chanson, quoi. Il fait vraiment la liste de tous les journalistes qui ont écrit sur lui. Dans Get in the Ring, il reprend le ton très direct et même vulgaire du rap, en fait. Par contre, dans le rap, il y avait un côté des jeux de mots intelligents. Enfin, tu vois, il y a une écriture quand même qui est un peu intelligente. Que Axl Rose, laisse tomber, il n'y a pas du tout ça, quoi. Okay. C'est pas du tout. C'est vraiment juste des insultes. Et Courtney Love, très très controversée, elle inspire plusieurs 10, mais vraiment de plusieurs artistes. Dans le premier album des Foo Fighters, la chanson I'll Stick Around est dirigée contre elle. Il y a aussi Tori Amos qui semble avoir écrit Professional Widow, donc veuve professionnelle contre Courtney Love. Et ensuite, c'est No Doubt qui attaque Courtney dans la chanson Hollaback Girl. Hollaback Girl, j'ai entendu dire que tu bitchais sur moi. Et tu pensais que je ne t'entendrais pas. Les gens t'entendent parler comme ça met tout le monde en colère. Alors je suis prête à attaquer. Je vais mener la meute. Heard that you were talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. En fait, Courtney Love, apparemment, en privé, critiquait Gwen Stefani en disant que c'était une cheerleader, que c'était une petite midinette, Ok. voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la chanson, elle fait Banana, B-A-N. En fait, elle fait exprès de reprendre un peu le ton chant des cheerleaders, okay, exactement. d'accord. Bananas, B-A-N-A-N-A-S. Bananas, B-A-N-A-N-A-S. C'est le plus grand hit de sa carrière qui passe donc 4 semaines en première position dans les charts et c'est le premier morceau digital à se vendre à 1 million de copies. Et d'ailleurs, très intéressant, mais le morceau est coécrit par The Neptune. Ouais, par Pharrell. Voilà. C'est une prod de... d'ailleurs, effectivement, t'as raison, c'est Neptune, c'est pas Pharrell. Parce qu'à chaque fois, on dit Pharrell alors Ouais, qu'ils sont deux. ouais. Mais oui, c'est une prod de Neptune, ça, tout à fait. Exactement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on retrouve la syncopation du rap. tout à fait. Il y a un rythme un peu rap qu'on retrouve dedans. Donc, tu vois, là, c'est déjà le début du rap qui commence à influer sur la pop. Ouais. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. Cry Me a River, Bien sûr. évidemment, de Justin Timberlake, qui clairement vise Britney Spears. Et le morceau est produit par Timbaland. Et donc, dedans, il laisse entendre que Britney Spears l'aurait trompé. Alors que lui, il l'a fait. Alors que lui, il l'a On sait, fait. Enfin, Justin Timberlake, comme beaucoup, moi je suis un grand fan de ses 2 premiers albums, mais on sait que il était pas irréprochable. C'est dans pas les une années bonne 2000. personne, Ouais. c'est une Même très avec mauvaise Janet Jackson, personne. le Super Bowl, enfin bref, il y a ouais. Exactement, en fait, c'est vraiment un mec qui a basé sa carrière sur sa misogynie, sur sa haine des femmes et en critiquant d'autres célébrités, femmes toujours, il a pu prendre de l'importance. Et d'ailleurs, plus tard, il va sortir What Goes Around Comes Ouais, Around, tout à fait, sur l'album d'après. qui est aussi clairement dirigé contre Britney Spears et qui est aussi d'ailleurs produit par Timbaland. Et donc voilà, le mec il a dû dire ça marche une fois, vas-y je vais refaire un morceau contre Britney quoi. Et donc ce qui est intéressant notamment dans Cry Me a River, c'est que la mélodie,
Enfin, c'est vraiment le beat, c'est vraiment un C'est truc du de rap, quoi. Ouais, on peut C'est du D'ailleurs, rap. il y avait un remix, je crois, avec 50 Cent, si j'ai pas de bêtises. Ah, trop Qui intéressant. passait à l'époque à la radio, je crois. Ok. Je crois. Mais ouais, Mais complètement. c'est excellent. Et à la fin des années 2000, donc le public est de plus en plus habitué à entendre des artistes pop chanter des diss contre des rappeurs. Bon, alors Eminem va tellement critiquer notamment Mariah Carey, il arrête pas. Il y a vraiment plein de morceaux contre Parce qu'ils ont une histoire, Mariah je crois. Carey. C'est Alors, ça, hein. Un truc qui est un peu pas trop. elle dit que non. Eminem, dans une chanson, il dit « Quand on a couché ensemble, on a commencé à faire des trucs et puis j'ai éjaculé trop vite, t'étais dégoûté et tu m'as demandé de m'essuyer, tu m'as demandé de partir. » En plus, et ça, c'est Eminem qui dit ça de lui-même. Ouais. T'es là, mais pourquoi tu racontes ça? Ça te met pas du tout en valeur. Mais bon, apparemment, c'est sa preuve que vraiment, il s'est passé un truc avec... Ok. Mais en fait, il a l'air d'être obsédé par Mariah Carey, sauf que Mariah Carey n'a jamais voulu se mettre avec lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Oui. Mariah Carey, par contre, en interview, dit toujours non, j'ai vu genre 3 fois dans ma vie. Et clairement, elle voulait pas entendre parler de lui. Donc Eminem, il renchérissait encore avec des chansons, etc. Il y avait une fois sur scène aussi où il a mimé, il a passé ce qui était censé, est-ce que c'est vrai ou pas, être un message vocal, un message sur le répondeur de Mariah Carey, et il met son doigt dans sa bouche comme s'il allait vomir, mais sur la scène, quoi. Donc il était vraiment très très énervé. Et finalement, Mariah Carey sort Obsessed, effectivement, Why You're So Obsessed With Me, et dedans, dans le clip, elle joue à la fois elle et un mec qui ressemble quand même à Eminem. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Lying that you're sexing me when everybody knows. J'adore Eminem, le rappeur. J'ai jamais été très à l'aise avec ses attaques un peu gratuites. Je trouvais que ses attaques, elles étaient gratuites, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Eminem, c'est un des plus grands rappeurs, voilà. Quand il clash. Et il a fait des morceaux de clash vraiment terrifiants, extraordinaires. Mais vraiment, le début, c'était... Tu vois, en fait, j'aimais pas le fait que tu tapes sur les pop stars, genre Jennifer Lopez, etc., au début des années 2000, pour après faire des feats avec Rihanna, en fait, qui ont un peu, en réalité, j'exagère, et les fans d'Eminem vont me tomber dessus, mais ce sera pas la première fois, mais un peu sauver ta carrière commerciale, parce qu'en fait, Love the Way You Lie, etc., sur un album qui est pas bien du tout, parce qu'il y a un moment, pour moi en tout cas, Eminem, à la fin des années 2000, artistiquement, c'est plus intéressant, aussi parce qu'il est passé par des choses très compliquées, et la décennie 2010 d'Eminem, je la trouve, moi, pas intéressante du tout, mais pourtant il a d'énormes tubes, et ces énormes tubes, ils sont aussi là parce que sa musique, enfin ses singles en tout cas, sont plus des singles très très rap, c'est des singles avec Rihanna, avec Skylar Grey, avec donc sa musique elle se popifie vachement, et je trouve ça un peu ironique, parce qu'en plus il utilise là les gens qui à la base il critiquaient. En fait, Rihanna 10 ans après, il lui aurait chié dessus, tu vois. Vrai. Et il a le droit d'évoluer et de grandir aussi. Il était pas aussi con à 35 ans qu'à 20 ans, tu vois. Mais voilà, moi cet aspect-là d'Eminem, autant parfois les clashs gratuits, je peux trouver ça jouissif comme tout le monde, mais tu vois, taper sur Britney ou même sur Fred Durst ou sur Moby. Tu vois, enfin ouais, il y a un peu plus terrifiant que ces gens-là, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. La pop star qui a priori le plus de 10 à son actif, c'est Taylor Swift. Ah mais c'est vrai, notamment sur le dernier album. Notamment sur le dernier album, mais même dès 2006, alors qu'elle fait encore de la country, elle critique les hommes qui l'ont traitée mal. Elle critique beaucoup ses ex, qui en plus deviennent de plus en plus connus. Donc les gens savent à qui elle fait référence. Notamment, elle fait une chanson Style contre clairement Harry Styles. D'ailleurs, ça me fait penser à Lily Allen qui a sorti l'année dernière West End Girl sur son couple et sa séparation avec l'acteur David Harbour qui joue dans Stranger Things, voilà, et qui l'a trompé apparemment de bout en bout. Et vraiment tout l'album est un disque contre lui, voilà. Mais donc pour revenir à Taylor Swift, elle attaque ses ex-copains, mais aussi d'autres pop stars. Dans Bad Blood, elle attaque Katy Perry qui lui aurait volé des danseurs. Une chanson qu'elle enregistre avec Kendrick Lamar. Oui, tout à fait. Et donc Kendrick Lamar... Pour dire que Kendrick Lamar, c'est pas non plus le gardien du temple. Non. Il aime bien aussi les pop stars, voilà. Et donc Kendrick Lamar, il apparaît sur un morceau de Big Sean qui s'appelle Control. Big Sean et J Electronica, où il dit qu'il est meilleur que tout. C'est extraordinaire. J. Cole dit, il parle du Big Tree, du rap américain. Il dit le Big Tree, c'est moi, ça. Drake et Kendrick Lamar. Et Kendrick, donc dans ce morceau, il a dit mais il n'y a pas de Big Tree, il y a juste Big Me. Il dit ouais je suis meilleur que les gens sur le morceau en fait, tu vois, que Drake, que Mac Miller. Il cite un peu tous les
J. Cole, tous les concurrents, ses contemporains en fait. Voilà, il dit voilà, et si vous avez un problème, il dit je suis le roi de la West Coast et de la East Coast, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est pas faux. Et donc ça c'est un moment, et je me souviens vraiment que tout Twitter est en mode waouh, et Big Sean ne gardera pas ce morceau, quoi, parce qu'en fait c'est pas possible. On peut prendre ça comme un clash, mais tu vois, c'est plus une forme de démonstration de force, de dire c'est un peu la Mohamed Ali, quoi. C'est genre je suis le meilleur au monde, et si vous avez un problème, venez le prouver. Et donc, pendant les 10 années suivantes, Drake va enchaîner les succès commerciaux. Drake, aujourd'hui, stream beaucoup plus que Kendrick Lamar. Et parce qu'il a... une discographie beaucoup plus étendue. Plus étendue, et puis il touche à... Kendrick Lamar, même si il a aussi quand même fait des morceaux un peu plus pop, il a fait des collaborations avec Imagine Dragons ou avec Taylor Swift, donc ça c'est quand même la réalité, mais en tout cas il a des albums qui sont plus rap que Drake, qui a très tôt en tout cas eu une ambition plus pop, qui est d'ailleurs à la fois un rappeur et un chanteur de R&B, et qui parfois a fait des vrais morceaux pop, donc, et qui a enchaîné les tubes à un moment. Drake, c'est la pop star. En gros, je vais résumer, mais parce que je pense que la plupart du grand public qui a pris le clash l'a aussi vu comme ça dans ces termes un peu grossiers. C'est que Kendrick Lamar, c'est le défenseur du vrai hip-hop, de la culture. Et d'ailleurs, ça a été le narratif de Kendrick, de dire toi, t'es un colonisateur, t'as pas le droit de dire le N-word, tu travestis le rap, en gros. Versus Drake qui donc est la pop star, voilà. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup ça, et donc à ce moment-là, dans une époque, tu sais, où le rap aussi on reproche, enfin on a peur parfois que le rap se gentrifie trop, se popifie trop, si je puis dire, qu'il perde son identité. Drake a incarné ça, en fait, sachant aussi que la vérité c'est que les derniers albums de Drake sont moins marquants, beaucoup moins marquants. Là où Kendrick incarne quelque chose de plus pur. Donc en fait, Drake va répondre à ça, et il va s'étonner du coup après du silence de Kendrick, en mode qu'est-ce que tu fais, voilà. Et donc encore une fois Drake fait preuve d'arrogance, et là Kendrick va l'enchaîner, parce qu'en fait on parle de Not Like Us, mais avant ça il y a plusieurs diss tracks, et ce qui est fou c'est que quand Drake en sort un, c'est là où les gens se disaient mais en fait Kendrick il avait des informations, il y avait une taupe dans l'équipe de Drake il en sort un, Kendrick il en sort un une heure après. Et ça va très vite. C'était n'importe quoi. Et en termes de divertissement pur, c'était dingue à suivre. Jusqu'à l'apothéose, Not Like Us. Où là en fait t'es en mode c'est même plus un bon clash ou quoi, c'est juste un énorme tube. Et là on dépasse tout le... Bien sûr. Voilà. Mais c'est pour ça qu'Internet aussi joue énormément pour justement la rapidité de sortie des singles. Il y a même des clashs de Kendrick qui sont juste sur Insta. Il y a un clash qui s'appelle 16, je sais plus, je vais pas dire le problème, le titre, mais qui est juste sur Insta. Il est même pas en plateforme, il est même pas, mais il fait partie de la chronologie. Il fait partie, bah oui, parce que c'est ça, les réseaux sociaux ou quand ça sort sur Spotify, etc. Donc en streaming, ça change complètement le game. Et là, plus les disques sont incendiaires et plus ils fonctionnent, parce que les gens sont là, waouh. Et d'ailleurs, ça permet petit à petit. Au départ, c'est vraiment des fans de rap qui vont s'intéresser à ça, mais en fait, déjà Drake, c'est quelqu'un de très connu. Et en fait, la façon dont les chiffres des charts sont pris en compte, enfin des streamings sont pris en compte, ça va faire dominer des chansons dans les charts qui n'auraient jamais dominé il y a 20 ans, tu vois. Donc voilà, et donc c'est comme ça aussi qu'on en arrive là, c'est parce que l'industrie musicale change, c'est parce que l'industrie streaming arrive, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut avoir des morceaux comme ça qui vont devenir numéro 1, alors que les Roxanne Wars par exemple c'était beaucoup plus confidentiel. Et aujourd'hui les disques sont rentrés dans la culture grand public, c'est le cas Miley Cyrus avec Flowers par exemple contre son ex, Ariana Grande qui sort Yes and contre ses haters. Enfin maintenant c'est vraiment, même dans la pop, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant. Et en 2024, c'est Charli XCX qui sort Girl So Confusing. Tout le monde présume qu'elle parle de Lorde, avec qui elle est beaucoup confondue parce qu'elles ont les mêmes cheveux, etc. Elles se ressemblent un petit peu, enfin en tout cas pour certains. Et donc elles sont très très souvent confondues. Et donc dedans, elle dit ah là là, on nous a souvent confondus. Moi j'ai eu énormément de complexes par rapport à toi. Enfin tu vois, je suis un peu en insécurité par rapport à ça. Et derrière, elle va proposer à Lorde de faire un remix. Et donc ça vraiment là, ça casse Internet. Et dedans, Lorde dit « Tu disais toujours viens, on sort, mais je finissais par annuler à la dernière minute. J'étais tellement perdue dans ma tête. J'avais peur d'apparaître sur tes photos parce que ces dernières années, j'étais en guerre contre mon corps. J'étais piégée dans la haine. Ta vie semblait tellement géniale. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que ma voix était dans ta tête. » À la base, il y avait une sorte de bif entre les deux qui avait été un peu monté en épingle par les médias, mais les deux artistes s'étaient un peu retrouvés dans ce truc même malgré elle. Et là, elle règle ça dans une chanson ensemble qui montre que finalement, elles peuvent être plus fortes que tout ça. Et donc, je trouve que c'est trop intéressant. Et tu l'as évoqué vite fait, on va finir là-dessus, mais
Charli XCX a effectivement un disque dans le dernier album de Taylor Swift, en tout cas Taylor Swift la critique, dans Actually Romantic. J'ai entendu que tu m'appelles Barbie ennuyeuse, boring Barbie, quand la coke te donne du courage. Tu as tapé dans la main de mon ex puis tu as dit que tu étais contente qu'il m'ait ghosté. Tu m'as écrit une chanson disant que ça te dégoûte de voir mon visage. Certaines personnes pourraient être offensées, mais en fait c'est mignon, tout le temps que tu as pensé à moi. C'est franchement fou, tous les efforts que tu as fait, c'est presque romantique. Voilà. Pour finir, qu'est-ce qui fait pour toi un bon diss track ? Bah franchement, ça peut être plusieurs choses. Hein. Déjà, moi, je trouve, en tout cas d'un point de vue personnel, je trouve qu'un bon diss track, en fait, moi, ça m'intéresse quand c'est nominatif. Tu vois, les trucs de... ou quand on sait de quoi ça parle. Non, mais les trucs sur l'ex... Je m'en fous. Ouais. Sur ton ex que je connais pas, sur tes fan haters. Ouais. Non, ce qui est intéressant pour moi, c'est quand c'est deux personnes, tu vois, qui ont un passif, où il y a un truc. Et tu vois, quand Kendrick il parle de Drake, il dit « Je déteste ta manière de parler, de marcher ». Tu vois, il y a un truc où tu sens qu'il peut pas se le voir, tu vois. Et comme c'est peut-être les deux plus gros rappeurs du moment, il y a un truc qui est intéressant, qui est excitant en fait, parce qu'en plus quand t'aimes les deux, tu vois, et t'as forcément, si t'écoutes du rap depuis 15 ans, t'as forcément été un peu bercé au morceau de ces deux personnes-là. Donc je pense que c'est... moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand je sais de quoi ça parle et que c'est clair, tu vois. Et après, ça dépend, parce que tu vois, on parlait de Hit 'em Up, qui est un morceau de rage. Il y a un clash, ça peut aussi être marrant, ça peut être rigolo, tu peux juste faire des vannes, ça peut être un peu plus écrit. Voilà, mais c'est vrai que moi, je pense que s'il y a de la haine, en tout cas, je préfère déjà qu'elle s'exprime en musique qu'à travers les réseaux, tu vois. Et en fait, en musique, il y a un peu un truc où, tu vois, sur Hit 'em Up, quand Tupac il dit des trucs, tu sais pas trop si c'est vrai ou pas. Et en fait, c'est de la musique, donc moi je donne le bénéfice du doute. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça me procure, tu vois. J'aime pas quand ça devient un truc de réseau, et, tu vois, et d'étalage de la vie privée. Ça peut l'être dans la musique, mais quand c'est de la musique, c'est... Vas-y, c'est le rap, c'est de l'ego trip. Je sais même pas si c'est vrai ce que tu racontes et on s'en fout un peu. Donc c'est plus... mais tu vois, ouais, j'aime bien quand même, j'avoue, quand tu ressens la rage un peu. Le truc, je crois que c'est là où c'est les trucs les plus incroyables à écouter. En fait, ça montre la sincérité du truc. Exactement. Et ben, merci vraiment. En plus, tu as apporté tellement d'informations à cet épisode. C'est génial. Donc, je mets tous les liens pour te retrouver évidemment dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Écoutez les épisodes bonus aussi uniquement en audio tous les jeudis. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Salut.